Alors bonjour, donc deuxième partie de ces 5 minutes là, donc la 60e minute à la 65e minute, et là donc on va s'attaquer à la minute donc 7-10 jusqu'à la fin des 5 minutes, quoi, jusqu'à la 65e minute. Mais là, je parlais de 7-10 sur cette deuxième partie de vidéo, bref. Là, vous avez compris, là on va étudier de la minute 62-10 à 65. C'est parti. Ils peuvent pas, c'est leur prophète, les musulmans ils respectent. C'est impossible, s'il fait ça, il s'insulte lui-même. Ouais, vous entendez ce qu'ils disent? Il s'insulte lui-même, le prophète. Ben voilà. Le prophète s'insulte lui-même parce qu'il n'a aucune valeur. Mais bon, ce qu'ils écrivent. L'histoire des religions, l'abbé de Broglie. Alors là, c'est un apologète très réputé, très connu. Bon, concernant Abu Bakr et Omar, les deux premiers califes de l'islam, les deux premiers califes de l'islam, il écrit: ces deux Arabes appelés à gouverner un immense empire n'ont pas été en dessous de leurs tâches et se sont montrés fermes, justes, sobres, énergiques et infiniment supérieurs aux empereurs et gouverneurs chrétiens qu'ils combattaient. Sans blague. Donc le gars vraiment n'a aucune limite, hein, là vous le voyez. Donc il vous sort un texte d'un abbé, donc c'est vraiment pas son sujet l'islam, hein, l'abbé. Il a parlé de l'islam, mais c'est pas un exégète de l'islam. Il vous sort un texte qui date, sans rire, de 1885. Qu'est-ce qu'on en savait en 1885, à la décharge de l'abbé, là, de ce qui se passait en islam? Bon, mais Abu Bakr, voilà. Alors, entre-temps, mais vous voyez, déjà, quand on est catholique, on ne défend pas une autre religion, théoriquement, comme l'islam. Surtout quand on sait ce qu'a fait l'islam dans l'histoire, mais apparemment, soit cet abbé ne le savait pas, soit il le savait, c'était un collabo, hein, parce que la plupart des catholiques aujourd'hui, plus vous montez dans la hiérarchie, plus ils sont collabos, hein, de l'islam. Bon, donc ça, c'est pas une nouveauté. Alors, je vous ai déjà lu dans une vidéo précédente ce qu'il en était d'Omar, donc je ne vais pas vous relire les horreurs qu'a fait ce gars-là. Je vous y renvoie. Par contre, concernant Abu Bakr, j'ai rien lu encore. Hein. Abu Bakr, c'est un mec super, hein, d'après l'abbé de Broglie, cité par Laibi. Alors, Breivik, tome 1, page 166. La première grande vague de djihad. Les Arabes, 622-750 après Jésus-Christ. Hein. Vers la fin de sa vie, Mohammed a envoyé des lettres aux grands empires du Moyen-Orient, exigeant leur soumission à son autorité. Cela dissipe toute notion que le prophète a voulu que l'expansion de l'islam s'arrête avec l'Arabie. En effet, il est logique que la seule vraie religion révélée par le prophète final et le plus complet est le pouvoir universel. Ainsi, alors que Mahomet combattait et soumettait les peuples de la péninsule arabique, ses successeurs Abu Bakr, celui dont il parle, Umar, celui dont il parle aussi, Uthman et Ali, connus sous le nom des 4 califes bien guidés, et d'autres califes, combattaient et subjuguaient le peuple du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, d'Europe au nom d'Allah. Hein. Mais voilà, selon l'abbé de Broglie, non, c'est des mecs très bien. Alors, volume 4, livre 53, numéro 386, rapporté par Jubair bin Aya. Umar, donc la source musulmane, hein. Umar, le deuxième calife, a envoyé les musulmans dans les grands pays pour combattre les païens. Quand nous avons atteint la terre de l'ennemi, le représentant de Khosrau, en Perse, est sorti avec 40 000 guerriers, et un interprète s'est levé en disant « Que l'un d'entre vous me parle ». Al-Mughira a répondu « Notre prophète, le messager de notre Seigneur, nous a ordonné de vous combattre jusqu'à ce que vous adoriez Allah seul, ou que vous donnez jizya, hommage, et notre prophète nous a informé que notre Seigneur a dit « Tué, c'est-à-dire martyr, il ira au paradis pour mener une vie si luxueuse qu'il n'a jamais vue, et quiconque parmi nous restera en vie deviendra votre maître. » Déchaînant sur le monde de son temps, la Blitzkrieg, vous savez, comme les nazis, hein. L'islam s'est rapidement répandu dans les territoires de... C'est vrai que j'avais même pas réfléchi à ça, mais c'est très similaire. Hein. C'était la Blitzkrieg, l'islam, c'était avec leurs cavaliers, là, pas du tout sympathiques, pas du tout libérateurs, comme prétend Laibi et tous ces auteurs 10 000, là. Non, c'était truc conquérant, ils allaient super vite. L'islam s'est rapidement répandu dans les territoires de Byzance, de la Perse et de l'Europe occidentale dans les décennies après le décès de Mohammed. Les puissances byzantines et perses, qui se sont mutuellement affrontées dans un déclin mutuel, n'opposèrent que peu de résistance à cet assaut imprévu. Alors vous savez, les musulmans, ils adorent dire « Ah voilà, les juifs, vous voyez l'histoire du coq, là. C'est qu'il y a le petit coq tout frêle qui va se planquer, qui laisse les gros coqs se massacrer entre eux. » Et bien ça, c'était la stratégie de l'islam. Hein. Vous voyez ? Il laissait se massacrer les deux empires byzantins et perses,
Et il profitait du truc, il arrivait, il prenait la mise. Ah, donc ça se retourne contre vous, vous vous rendez même pas compte en fait. Mais en fait, vous connaissez rien à votre histoire surtout. Alors, les armées musulmanes arabes visèrent la Terre Sainte et ont conquis ce qui est maintenant l'Irak et l'Iran. Puis ont balayé l'ouest de l'Afrique du Nord, l'Espagne, pour finalement arriver en France, chez nous. L'offensive musulmane fut finalement stoppée en Occident à la bataille de Poitiers, comme on sait, une bataille de Tours, non loin de Paris, en 732 après Jésus-Christ. À l'est, le djihad a pénétré profondément en Asie centrale. Voilà, l'Aïbi. Ça, c'est pour toi aussi. Cadeau, hein. Chut. On continue. André Clos. On continue. André Clos, historien et essayiste grenoblois, qu'est-ce qu'il va nous dire sur... Non, c'est pas comme ça qu'on présente André Clos. C'est incroyable, un essayiste grenoblois. Bon. Alors André Clos a travaillé de 1936 jusqu'à 1942 pour l'agence Havas, de 1943 jusqu'à 1945 pour Radio Brazzaville, et de 1945 jusqu'à sa retraite pour l'agence France Presse. C'est un mec du système, hein. Il a longtemps vécu en Turquie et au Moyen-Orient, voilà. Encore, hein, c'est marrant ça. Mais l'Aïbi, non, on vous le dit pas. C'est un grenoblois. Vous vous rendez compte, la manipulation, là, ça va loin quand même, hein. Mais il se doute pas qu'on va démasquer ce mec-là. Donc là, c'est sûr, ça fait mal. Alors peut-être sa prochaine conférence, il se doutera un peu plus, et il dira moins de conneries. C'est aussi ça le but, hein. Mais si ça se trouve, non, il redira les mêmes horreurs. Alors, qu'est-ce qu'il dit André Clos ? Dans son livre L'Espagne musulmane, du 8e au 15e siècle, l'Espagne les conquêtes musulmane. ont été aussi grandement facilitées par l'état de faiblesse dans lesquels se trouvaient alors les empires voisins. Les provinces de Byzance, la Syrie, Palestine et l'Égypte étaient profondément irritées par l'intolérance religieuse des empereurs de Constantinople. Monophysite et nestorien, vous savez, c'est des gens qui reconnaissaient la prophétie de Jésus et pas sa divinité, etc. Ils se faisaient massacrer par les catholiques, etc. Bon. Ils étaient prêts à se détacher de Constantinople, tant leur mécontentement était vif, ils avaient la conviction d'être gouvernés par des ennemis de leur foi, alors que les Arabes étaient indifférents aux convictions religieuses de leurs sujets. Alors d'où elle sort cette violence dont il nous parle ? Ouais, d'où ça ? Moi je comprends pas, moi, Salim Laibi, je suis chirurgien dentiste, hein. Je vous le fais avec l'accent. J'ai étudié 12 ans de ma vie. 12 ans. Moi j'ai des diplômes jusqu'à la tête, là. Ah, il vous fait comme ça. Moi, je suis surdiplômé, voilà, comme il vous dit, de manière très humble, hein, d'ailleurs. Je suis sûr... Moi, ça y est, je suis sûr... Et moi, je comprends pas, alors je vais t'expliquer, Laibi. Moi, je suis pas aussi diplômé que toi, tu vois. Franchement, j'ai pas eu besoin de faire 12 ans après le bac pour comprendre que... Alors, Breivik, tome 1, page 173-174. C'est bien qu'il parle de l'Espagne, comme ça permet de balayer ça aussi. L'Andalousie médiévale, l'Espagne mauresque, est souvent présenté par les apologistes musulmans comme une sorte de pays des merveilles multiculturelles. Vous venez d'en avoir un exemple, ça a été fait pour lui apparemment, dans lequel les juifs et les chrétiens ont été autorisés par le gouvernement islamique à gravir les échelons de l'apprentissage et de l'administration gouvernementale. Ce que l'on ne nous dit pas, cependant, c'est que cet assouplissement des handicaps a entraîné des émeutes généralisées de la part de la population musulmane, qui a tué des centaines de dhimmis, principalement des juifs, tiens, encore eux, c'est marrant. En refusant de se convertir à l'islam et de s'éloigner des contraintes traditionnelles de la dhimma, même à la demande du gouvernement islamique, qui avait besoin d'une main-d'œuvre compétente, le dhimmi avait implicitement choisi la seule autre option permise par le Coran. Alors je vous demande, c'était quoi cette seule autre option permise par le Coran, hein ? La mort. Ah, l'Aïbi. Mais moi, je comprends pas comment ça se fait. Le gars est un mauvais acteur en plus, c'est incroyable. Alors, bon, dans le Breivik, il y a tout un chapitre super long là, sur Al-Andalus, donc je ne vais pas vous le lire là, donc je vous y renvoie. Parce que voilà, je ne vais pas tout vous lire non plus. Le but, c'est aussi de me faire connaître Breivik, là, qui est censuré de partout, et de vous le faire acheter, parce que si vous ne l'achetez pas, vous ne pourrez pas le lire déjà. Et puis, vous ne pourrez pas me soutenir, et puis, vous ne pourrez pas monter en compétence, et puis. Voilà. Alors, je le laisse dire encore une énormité, et puis sur laquelle je vais pouvoir rebondir, ça c'est pratique avec l'Aïbi. Hein ? Leur meilleur scientifique, vous savez, vous allez dans un tribunal. Vous êtes dans un tribunal, vous avez un procès contre quelqu'un. Allez, c'est parti les trucs pour vous faire gober un truc énorme, là, vous voyez ? C'est parti. Alors, attention, jusqu'où ça va vous mener. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire appel à des experts. C'est qui les experts ? C'est les gens les mieux informés sur une question donnée. Très bien. Voilà les experts. Bon, je préfère en rire, parce que là... Alors, les meilleurs experts. Moi, je vais vous lire un livre qui est paru récemment, là d'ailleurs, auquel je vous renvoie, Al-Andalus, l'invention du mythe. La réalité historique de l'Espagne des trois cultures. Alors, voilà la 4e de couve. Je n'ai même pas besoin de vous lire le livre. Universitaire espagnol et arabisant mondialement reconnu, Serafín Fanjul
a consacré sa vie à l'étude de l'islam comme phénomène religieux, sociologique, économique et politique. Ses travaux majeurs, dont le présent ouvrage et la première traduction en français, ont fait grand bruit en Espagne. On ne leur fait plus aux Espagnols qui veulent un peu s'informer aussi sur leur passé à eux, parce que vous imaginez, nous, on n'était pas majoritairement musulmans pendant des siècles, mais l'Espagne, si. Alors vous imaginez, les mecs, ils vont être laminés, là, s'ils se rebellent pas un minimum. Et l'on peut aisément comprendre pourquoi. Il s'est en effet penché principalement sur Al-Andalus, cette Espagne médiévale dite des trois cultures où la domination politique de l'islam aurait permis pendant des siècles d'extraordinaires échanges culturels entre les communautés islamiques, chrétiennes et juives, sur fond de cohabitation harmonieuse. Il montre avec érudition, c'est un expert l'Aibi, mais ça t'intéresse pas les experts islamo-critiques, ça n'existe pas en fait. On est un expert si on est pro-islam. Notamment comment l'imaginaire des romantiques est passé par là, laissant en héritage une vision du passé hispanique qui relève davantage du fantasme l'Aibi, que de la réalité. La vérité historique a été emportée par la croyance, et celle-ci est d'autant plus séduisante que les sirènes du conformisme ont su la détourner à leur profit pour faire de l'Espagne d'alors un véritable paradis perdu du multiculturalisme européen. Alors, les mecs, ils ont rien, donc ils inventent. Ils disent « Ah, regardez, c'était bien. Ah non, en fait, c'est pas bien. » Mais si, on veut. Ah ouais, vous voulez, mais c'est pas comme ça. Alors, face au parti pris stérile et aux lieux communs en tout genre, Séraphin Fanjul entend dissiper la brume pour retrouver l'Espagne, entre guillemets. Et la réalité historique que son travail restitue est celle d'une péninsule où règne entre les communautés l'intolérance et le conflit, la souffrance et la violence. Bon, voilà, c'est autre chose, hein. Bien loin de l'ouverture et de l'apaisement trop souvent soutenus. La minutie de l'argumentation de Fanjul permet ainsi d'entrevoir, à rebours de la représentation habituelle, une Espagne qui a trouvé dans la Reconquista la voie de l'émancipation et de la libération. Et si vous avez vu dans la vidéo précédente, je ne vais même pas relever, mais son gars là qui citait, parlait des conquérants, Isabelle la catholique, en gros, c'est eux les conquérants de l'Espagne. Et les musulmans se défendent, c'est leur pays. Bah ouais, c'est comme ça qu'ils le voient, les musulmans. Bon, allez, on continue. Les historiens, les experts de la question, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça. Donc vous êtes des menteurs. Voilà. L'hôpital qui se fout de la charité. Alors là, c'est mon petit plaisir du jour. C'est... Vous allez voir, c'est quelque chose dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Là, il y a un télégramme juif sous les Ottomans, et je vous ai lu le truc où les Ottomans massacraient les juifs. Mais c'est pas grave. Vous allez voir sur un télégramme, ça c'est la technique Pierre Hillard, très proche de ce mec-là aussi. La technique Pierre Hillard, c'est j'ai un document, donc c'est la vérité. Voilà. Ça efface tous les autres faits historiques, vous allez voir. Incroyable. Mais c'est la technique de manipulation basique, mais ça marche pas. Et avec le billet de 5 francs, celui-là, c'est le saumon. Alors, c'est un Turc qui a écrit un livre. Ah! Alors, c'est un Turc. Soi-disant, il nous disait, moi je vous trouve que des Occidentaux. Hein. Ah bon. Mais là, c'est un Turc. C'est pas un occidental, un turc. Et donc, il a rien. Il a trouvé 4 occidentaux, là, il nous les a donnés, un juif en plus. Ces occidentaux, en fait, on l'a démontré, sont nés en terre d'islam la plupart du temps, carrément vivent là-bas, sont payés par des musulmans, etc. La plupart du temps aussi. Donc, non, il y a 0 occidentaux dans ce que tu nous as donné. Et là, il est obligé de nous trouver un turc, voilà, parce qu'il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire, en Ottoman Social and Political History, à un moment donné, il parle des juifs. Et ça, c'est un télégramme d'une association juive anglaise qui envoie à Abdulhamid II, c'était le dernier sultan ottoman, le dernier, qui sera destitué par les francs-maçons sabataïstes des jeunes turcs, de Djemal Pacha, Enver Pacha, etc., et de Salonique. Et ils vont lui envoyer un télégramme. Qu'est-ce qu'il y a dans ce télégramme? Des remerciements extrêmement chaleureux pour la grande tolérance de l'Empire ottoman pendant 4 siècles envers les Juifs, de la chute de Grenade, qui ont accueilli 150 000, je crois, Juifs, c'est énorme, et qui leur ont permis de prospérer, de faire tout ce que vous pouvez faire, etc. C'est les Juifs sionistes. Bon, je m'arrête là. Alors, il a dit tellement de conneries là, dans ces peu de temps qu'il va falloir du temps pour les démonter, hein, mais c'est le reste de la vidéo. Donc là, voilà, désolé pour vous, vous entendrez plus Salim Laibi jusqu'à la fin de cette vidéo, si ça va vous manquer. Alors, un télégramme donc n'est pas une preuve de ce qui s'est passé sur toute une histoire, enfin Laibi, qu'est-ce que tu veux nous faire avaler? Mais t'as que ça, c'est sûr, t'en fais des tonnes, alors ça c'est ton petit plaisir. Alors, l'UGIF,
Je prends cet exemple parce que ça va lui parler. L'UGIF, c'est l'ancêtre du CRIF. Hein. C'est les gens qui ont été mis en place par les nazis en France pour les aider à déporter les juifs. Mais ils sont juifs, et eux, leur prétexte, c'était de dire non, nous allons protéger les juifs français, et puis nos fesses à nous, quitte à donner les juifs. Alors vous croyez qu'il n'y a pas eu de télégramme entre l'UGIF et les nazis en disant merci, vraiment, l'Allemagne s'occupe très bien des juifs et tout? Bah si, il y en a eu plein. Alors, un Laibi pro-nazi, dans 150 ans, qui voudrait vous faire l'histoire, là. Ah bah voyez, on est nazis, nous, mais regardez, les nazis traitaient très bien les juifs, il va vous sortir ce document, il va vous dire, regardez, c'est un télégramme. Ouais, bah oui, l'UGIF a envoyé des télégrammes aux nazis, et donc, les mecs dépendaient d'eux. Laibi. Alors, il nous dit pas qui a envoyé le télégramme, dans quel but, vous croyez que... Alors, je vais rentrer dans tout. Donc ça, c'est typique de Pierre Hillard. Je prends un document, je le surexploite. Hein. Le reste n'existe pas puisque j'ai le document. Regardez, et puis après, ils vous disent, nous sommes factuels. Je vous renvoie à ma vidéo de Pierre Hillard, sur Pierre Hillard. J'ai des gens dans les commentaires qui disent, non, Pierre Hillard, tout ce qu'il dit est factuel. Hein. Il cite ses sources. Ouais. Ben ça, c'est encore une autre chose, parce que Laibi, il cite même pas ses sources. Et là, quand il le cite, c'est pour la technique Pierre Hillard, c'est-à-dire, je vous prends un minuscule détail, là, un télégramme, ça n'a aucune valeur. C'est pas une preuve historique, un télégramme. Qui l'a envoyé, dans quel but? Vous croyez qu'il n'y a pas des intérêts politiques? Ils ne devaient pas se faire bien voir des dirigeants ottomans, ces juifs-là? Ils n'avaient pas peur, par hasard? Si on vous met un pistolet sur la tempe et qu'on vous dit écrit, vous allez l'écrire ou pas? Oui. Est-ce que ça veut dire que... Enfin, il faut rentrer dans tout ça, sinon un télégramme, ça n'a aucun sens. Alors, si l'agence juive, justement, lèche les babouches du sultan Abdulhamid II, là, dont il parle, en cette fin du 19e siècle, c'était pour des raisons évidentes d'intérêt sioniste. Voilà. Et alors, pour une fois que c'est vrai, il n'est même pas fichu de le voir, parce que ça ne va pas dans son sens, évidemment. Mais là, voilà, il y a les sionistes qui sont dans la place, qui cherchent à faire partir des juifs, et ben lui, il ne le voit pas, Laibi, non. C'est pas les sionistes, là, cette fois, non. La doctrine venait d'émerger en Palestine, qui était encore une province ottomane. Voilà, Laibi, ce qu'il ne vous dit pas. Au passage... Il vous dit, oui, ils ont accueilli 150 000 juifs, etc. Ça fait 150 000 en plus. Hein. Voilà. Alors, son sultan chéri, là, Abdulhamid II, il dit évidemment rien sur les massacres d'Arméniens qui portent son nom à ce gars-là. Mais non, c'est un sultan, donc ça va. Les massacres hamidiens, Abdulhamid, hamidiens, renvoient à la première série d'actes criminels de grande ampleur perpétrés contre les Arméniens de l'Empire ottoman. Ils eurent lieu entre 1894 et 1896, sous le règne du sultan Abdulhamid II. Tiens donc, le même mec, alors, dont Salim Laibi nous tresse des lauriers. Hein. Connu en Europe sous le nom de sultan rouge. C'était pas pour la couleur des vêtements qu'il portait, je peux vous le dire. Ou encore grand seigneur avec un A. S-A-I-G-N-E-U-R. Le qualificatif fait référence au nom du sultan qui ordonna les massacres. Abdulhamid II prônait le pan-islamisme comme idéologie de l'Empire et espérait, en agissant ainsi, renforcer l'intégrité de l'Empire en but à l'hostilité du monde chrétien. Les massacres ont visé principalement les Arméniens, mais ont touché également des chrétiens syriaques, comme à Diyarbakir, où la tuerie fit 25 000 morts. Et Laibi défend un mec comme ça. Les massacres commençaient en 1894 pour gagner en ampleur dans les années 1894-1895 et diminuer progressivement en 1897 devant la pression exercée par les condamnations internationales. Le nombre de victimes arméniennes n'est pas connu avec exactitude et se situerait selon les auteurs entre 80 000 et 300 000 avant le génocide. Alors, non plus que pour ceci, dont il a également la responsabilité, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin, le Abdulhamid. Les massacres d'Adana, en arménien, bon, je ne vais pas lire l'arménien, en turc, Adana, ont lieu dans le vilayet d'Adana, Empire ottoman, qui correspond à peu près à la région historique de Cilicie. Durant le mois d'avril 1909, un massacre perpétré par des Turcs contre les populations arméniennes de la ville d'Adana à la suite de la contre-révolution ottomane de 1909 dégénère en une flambée de violence anti-arménienne dans toute la province. Des rapports estiment que ces pogroms ont fait en tout entre 20 000 et 30 000 victimes. C'est habituel apparemment là-bas. Et 1300 victimes assyriennes en plus, tant qu'à faire. En 1908, lors de la révolution des jeunes Turcs, des groupes révolutionnaires ottomans et arméniens coopèrent pour parvenir à la destitution du sultan Abdulhamid, là c'est ce qu'il dit, les sabataïstes et machin, et réinstaurer la constitution de 1876. En réaction, le 31 mars 1909,
ou 13 avril selon le calendrier occidental, une contre-révolution armée prend pour cible le comité Union et Progrès et s'empare de Constantinople. Cette révolte ne dure que 10 jours, mais déclenche le massacre des populations arméniennes de la province d'Adana pendant plus d'1 mois, par le sultan donc. Alors, l'Aïbi dépeint également les responsables du génocide arménien de 1915, là, les 3 pachas, comme des sabbataïstes thessaloniciens, voilà ce qu'il vous dit. Et ils ne sont pas du tout ça. Alors, Talat, c'est un Pomak chiite né en Bulgarie. Enver, c'est un Gagaouz albanais né à Istanbul et qui a créé l'armée islamique du Caucase pour la Première Guerre mondiale. Et Cemal, le 3e, est un Turc de souche né sur l'île de Lesbos, à Mytilène. Comme on pouvait s'y attendre, notre Algérien a oublié d'évoquer les 2 autres communautés chrétiennes génocidées par les Turcs dans la même période. Alors, Breivik, tome 1, page 326. Génocide djihadiste assyrien, 1914-1920. Le génocide assyrien, également connu sous le nom de Safio en turc, Suryani Soykirimi, a été commis contre les chrétiens assyriens et syriaques de l'Empire ottoman vers la fin de la Première Guerre mondiale par les dirigeants du Parti des Jeunes Turcs. La population assyrienne du nord de la Mésopotamie, région Tour Abdin, Akkari, Van, Sirte dans le sud-est de la Turquie et la région d'Urmia dans le nord-ouest de l'Iran, a été déplacée et massacrée par les forces ottomanes, turques et kurdes, et les jeunes turcs. Les chercheurs ont indiqué un nombre de victimes assyriennes entre 500 000 et 750 000, 75% de la population. Voilà, génocide. Ensuite, Breivik, tome 1, page 319, génocide djihadi grec, 1914-1923. Pendant les années 14-23, alors que la communauté internationale concentrait son attention sur la tourmente et les conséquences de la Première Guerre mondiale, la minorité grecque indigène de l'Empire ottoman, prédécesseur de la République de Turquie, fut soumise à une organisation préméditée et centralisée et à une politique systématique d'anéantissement. Point. Ce génocide orchestré pour assurer une fin irréversible à l'existence collective de la population grecque de Turquie a été perpétré par 2 gouvernements consécutifs, le Comité pour l'Union et le Progrès, mieux connu sous le nom de Jeunes Turcs, et les kémalistes nationalistes dirigés par Mustafa Kemal Atatürk. Une combinaison meurtrière de déportations internes impliquant des marches de la mort, des conversions forcées à l'islam. Voilà. La torture, la mutilation, le viol, l'esclavage et les massacres perpétrés dans toute la Turquie ottomane a entraîné la mort d'1 million de Grecs ottomans. L'Association internationale des chercheurs en génocide, une organisation des plus grands experts mondiaux sur le génocide, a affirmé la réalité du génocide grec ottoman. Voilà. Et ils sont tous 3 adeptes du panturquisme et des musulmans comme l'émir Abdelkader ou son cher René Guénon étaient également francs-maçons. Ça, c'est un gars qui m'a envoyé, je savais pas. Bah voilà. Donc là, vous avez la totale quand même. C'est-à-dire qu'avant, lui, il dit non. Abdulhamid II, là, c'est très bien. Après, par contre, c'est pas bien. Mais les 2 sont musulmans, alors. Mais lui, il va coller l'étiquette de sabbataïste, je sais pas quoi, les juifs, toujours partout, il voit des juifs, quand ça l'arrange, hein. Sauf s'ils sont pro-islam, là, ça va très bien. Ariel, machin, hein, s'est marié avec le gars, le phénomène qui s'est marié avec elle, pédophile, c'est pas grave. C'est une juive, c'est pas grave. Abitbol, c'est un juif, c'est pas grave, il est pro-islam. Hein. Donc voilà. Vous voyez d'ailleurs les mouvements pro-palestiniens, là, il y a des juifs là-dedans, Union pour la paix ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est des juifs, bah ça va très bien. Jacob Cohen, c'était une star dans Égalité et Réconciliation chez les musulmans, parce que Jacob Cohen, qui est pro-islam, vous vous rendez compte, et anti-israélien. Voilà, c'est génial. C'est une bénédiction, ce gars-là. Bon, alors maintenant, il est parti, mais il reste sur la même ligne, hein, donc il va peut-être rejoindre Salim Laibi, d'ailleurs. On verra, parce que ils ont le même ennemi, maintenant, Soral. Bref, donc je vous remercie pour avoir vu cette nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous continuez de monter en compétences, et grâce à Salim Laibi, vous pourrez le remercier par un petit mail. Merci Salim. Bon, si tu peux partir en Algérie maintenant, ça y est, on a une autre dose. Voilà, à bientôt pour la suite. Au revoir.